Chaque étape a été difficile. Même si c'était impossible, chaque étape a été difficile. Il a fallu exiger du ministère de la Justice qu'il réintègre les juges d'instruction dans un palais de justice. Il a fallu dire que les moyens qui étaient offerts à ces juges étaient indigents, qu'ils ne pouvaient pas gérer une affaire de cette ampleur. Il y avait des centaines de victimes à faire entendre. Il leur fallait des moyens spécifiques. Ils n'avaient pas de sécurité. Il a fallu parler de leur sécurité. Et puis, le temps passe, et au bout de 14 années, un procès. Vous en êtes, Monsieur le Président, l'acteur principal, si j'ose dire, disons, celui qui tient les clés de la baraque. Depuis 19 mois, ce procès est un miroir que la Guinée s'est efforcée de tenir fortement pour se regarder en face. C'est dur. C'est très difficile de se regarder dans un miroir, Monsieur le Président, messieurs. C'est très difficile. Mais il y a un procès. Et quand on a su qu'il y aurait un procès, Monsieur le Président, messieurs, on s'est dit, avec mes confrères de la partie civile, que ça y est, peut-être en Guinée, la peur va-t-elle changer de camp? Peut-être enfin pourra-t-on manifester en se disant qu'on ne va pas se faire trucider au coin de la rue? Peut-être enfin la peur va-t-elle changer de camp? Nous voulons que l'autorité retienne son point quand elle est remise en cause. C'est ce que nous attendions pour la Guinée. Et oui, c'est difficile de se regarder dans un miroir. Oui, c'est difficile. Et certainement que c'est difficile pour les accusés. Certainement même que c'est cruel. À tel point même qu'on cherche à s'évader à un moment donné. On n'assume pas aujourd'hui, on dit qu'on a été enlevé. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais n'empêche que voilà. C'est de cela dont il s'agit. C'est un procès difficile, mais nous irons au bout. La responsabilité des accusés, Monsieur le Président, je l'ai dit, je n'élaborerai pas et je tiendrai parole. Ce que je retiens simplement, c'est qu'ils n'ont rien vu, rien entendu, rien su. Ils ne savent rien, ces hommes. Ils n'ont rien compris de ce qui se passait. Certains, c'est même à se demander s'ils étaient à Conakry. Bon, ils étaient à Conakry, on le sait, hein. Mais ils ne savent rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Moi, je crois que pour chacun des accusés, en vérité, mes mots sont inutiles. Le tribunal a parfaitement compris. Et si on regarde bien, il y a un accusé qui n'est pas dans le box. C'est une accusée. L'impunité. C'est l'impunité, Monsieur le Président, qui a causé ces faits. Le Guinéen de la rue, le porteur d'eau et le ministre, ceux qui me disaient à l'époque que l'impunité c'était le problème de la Guinée, l'impunité a causé cela. Rien n'aurait été possible dans cette affaire si ceux qui ont commis ces actes avaient l'idée qu'un jour ils devraient rendre des comptes, qu'un jour on leur dirait « Mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu violé? Pourquoi as-tu toé? Pourquoi as-tu donné cet ordre ?» Jamais cela ne serait arrivé sans ce sentiment qu'on est au-dessus des lois. Il faut dire que c'est facile quand on prend le pouvoir de se sentir au-dessus des lois. Peut-être que c'est même une circonstance atténuante. Dire, aucune loi ne s'applique à moi puisque précisément je viens de la mettre par terre, la loi. On se sent au-dessus des lois, on matraque, on trucide, on viole, et alors, quelles conséquences? Moi, j'ai été marqué par les déclarations, en particulier du capitaine président Moussa Dadis Camara. 6 octobre 2009 sur France 24, les leaders sont coupables, ce sont des commanditaires, parce que c'était prémédité. Le problème, ce n'est pas les élections qui m'intéressent, c'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a un clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noirs, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de Lansana Conté. Leur stratégie, c'est de
c'était de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait un accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse parler d'un problème de décès. Monsieur le Président, c'est un problème de décès? Quel cynisme dans ce mot immédiatement prononcé après ces faits. Sur Télésud, le 9 octobre 2009, soi-disant que c'est une marche de leaders qui avait pour mission d'aller au stade du 28 septembre pour faire une déclaration comme quoi le président Dadis ne doit pas être candidat. À partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Si la marche avait été pacifique, ça aurait été pardonnable. Mais ils ont saccagé la police et la gendarmerie et pris les armes, donc les leaders sont responsables parce qu'ils n'ont pas su canaliser leurs hommes. Mais comment les victimes comprennent-elles cela, Monsieur le Président? Quand le capitaine président Moussa Dadis Camara dit cela à cet instant, on sait ce qui s'est passé dans les camps, on sait aujourd'hui on le sait, les tortures, on sait les viols, on sait les meurtres, on sait tout cela. Il accuse encore, 15 jours plus tard, 10 jours plus tard, il accuse encore la foule. Et puis, il y a cette interview dans le New York Times. Oui, des gens sont morts au stade, mais ce n'était pas une manifestation pacifique. Les manifestants ont détruit des postes de police et ont volé des armes. D'accord, les États-Unis vont me faire partir, mais après moi viendront les intégristes, Al-Qaïda et les narcotrafiquants. Un Africain comme moi leur manquera parce qu'il n'y en a pas d'autres comme moi. Mais il parle de lui, Monsieur le Président. Il parle de lui. Pas un mot pour les victimes. Pas un mot de compassion. Il parle de lui-même, de son avenir, de son mandat, de politique. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les femmes détruites, pour les familles. Pas un mot pour les disparus. Ces gens n'existent pas. Et si vous regardez bien, et c'est ma douleur au terme de ce procès, et je m'en tiendrai là, en ce qui concerne M. Moussa Dadis Camara, et les autres aussi. Pas un mot pendant ce procès, pas un mot de compassion, pas un mot de désolation sur ce qui s'est passé, sauf peut-être, d'ailleurs il faut bien le noter, de la part de M. Sidiki Diakité Ditumba. C'est une exception, il faut que je le dise, par honnêteté à l'égard du tribunal. Je n'ai pas entendu le moindre mot de compassion pour ces familles et ces victimes dont on dit aujourd'hui qu'elles mentiraient devant votre tribunal. Ce sont des gens qui auraient un agenda, peut-être? Ce sont des gens, Monsieur le Président, messieurs, qui ont tout perdu. Tout perdu. Dignité, situation, tout perdu. Certains garderont toute leur vie les stigmates de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 14 ans. Tout perdu. Certains ne reverront jamais les membres de leur famille. Il y a des disparus. Il y a Madame Abbé, dont j'ai encore entendu au cours du procès qu'elle serait une menteuse. Je la connais bien, cette femme. Elle accuse le gendarme Mamadou Aliou Keïta. Oh, il n'est pas responsable de tout, hein, Monsieur Keïta. Il n'est pas responsable de tout, il est responsable de ce qu'il a fait. C'est déjà bien suffisant. Bien suffisant. Mais quand cette femme est venue me voir à l'occasion d'un de mes séjours à Conakry, elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas aller voir les juges. Elle est venue me voir et elle avait peur et elle avait honte. Elle était inquiète que son nom soit prononcé. Elle était inquiète que sa famille la chasse, parce que c'est aussi une réalité que je n'enseigne pas au tribunal. C'est une réalité que dans trop de pays, la honte soit sur les épaules de la femme qu'on a violée. Et elle a choisi de dépasser cette honte. Elle a choisi de dépasser cette honte, d'aller dire publiquement, devant des juges guinéens qui vivent dans la même ville qu'elle, qui connaissent ses proches peut-être, dans un monde
dans lequel les gens se parlent, elle va dire sa vérité. Et elle va dire qu'elle a été violée par celui qu'elle a reconnu. Ça lui coûte, Monsieur le Président, de le dire. Elle souffre et ça lui coûte, ça la fait souffrir encore et encore de devoir le dire, encore et encore. Et elle sait que sa parole va être remise en cause. Et elle est remise en cause, sa parole. Donc il faut qu'elle soit confrontée. Elle sera confrontée. Et elle ira jusqu'au bout. Et elle tiendra sa version sans scier, sans jamais varier le moins du monde. Et elle serait une menteuse. Et elle serait une menteuse. C'est ça qu'on vous dit. Qu'elle aurait, je ne sais pas, un désir de vengeance, parce que le gendarme ne se serait pas marié avec celle avec laquelle elle aurait partagé sa concession. Mais c'est insensé, Monsieur le Président. C'est insensé. Il n'y a pas de rancune pareille. Ça n'existe pas. Et évidemment, moi je comprends. Je comprends l'embarras du gendarme qui a fait ce qu'on lui a dit, qui s'est enfermé lui-même dans un système de dénégation et qui ne peut pas faire autrement que de dire que ça n'est pas arrivé. Mais envers et contre tout, puisqu'en fait, c'est la réalité. Et il n'y a aucune façon autre que d'expliquer ces paroles de la victime qui ne s'est pas trompée, car il était bien au stade. Comment le savait-elle si elle ne l'a vu ? Elle a été violée à B. Elle a été violée par 3 hommes successifs. Oui, parce qu'une fois qu'elle a été violée une fois, on l'a tenue pour que 2 autres viennent la violer après l'avoir battue. C'est ça qu'elle raconte, Monsieur le Président. Elle est souillée, cette femme, diront ceux qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre en vérité. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de dire que ces femmes qui ont eu le courage de venir devant vous pour vous dire la vérité, pour vous dire aussi leur honte, que ces femmes soient entendues. Monsieur le Président, messieurs, cette affaire, ce n'est pas qu'une affaire de violence sexuelle ou de crimes de sang, même de torture. On dit bien sûr que c'est une affaire de crime contre l'humanité. Et c'est certainement ce qui a justifié la mise en œuvre d'une commission nationale d'enquête pour répondre à la commission internationale d'enquête qui, dans ses conclusions, et c'était anticipé, en est arrivé à dire la simplicité qui est que cette affaire est une affaire dans laquelle nous voyons une attaque généralisée ou systématique sur une population civile en connaissance de cause. Sur l'attaque, ce que dit la Commission internationale d'enquête, c'est que les actes et violences constatés, de par leur nature, leur envergure et leurs caractéristiques, faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les bérets rouges, les gendarmes de Tigboro et les miliciens dans la commission des 10 actes. C'est l'attaque. C'est une attaque généralisée. On voit que dans cette affaire, il y a des violences sexuelles, des disparitions forcées, qui sont des éléments essentiels de la caractérisation de ces faits et qui dénotent dans la jurisprudence internationale du caractère généralisé de l'attaque. Quant au point de la systématicité de l'attaque, les tribunaux ad hoc dans leur jurisprudence ont indiqué que cette expression systématique se réfère au caractère organisé des actes et à l'improbabilité que leur survenance ait été le fruit du hasard. Tout ce qui vous a été plaidé, tout ce qui vous sera requis, tout ce qui est dit dans cette affaire, vous dit qu'aussi difficile que soit cette affaire à comprendre,
Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas, ça a été excellemment plaidé par mon confrère Alpha Amadou Desba, ce n'est pas un viol, ce n'est pas 10 viols, ce sont des centaines de viols dont on a connaissance, Pensez à ces femmes qui n'ont pas eu, j'allais dire le courage, mais les pauvres, ce n'est pas une affaire de courage, c'est bien plus que cela, qui n'ont pas voulu dire qu'elles ont été victimes de ces faits. Et puis il faut une population civile. Aucun des éléments de cette affaire ne dit que ceux qui étaient au stade aient été armés en y arrivant. Aucun. Il n'y a pas une seule preuve d'une telle réalité. Ça vous a été dit, ça vous sera peut-être répété. Mais il n'y a aucune autre cible dans cette affaire que des populations civiles. Et on voit une coordination entre les forces de l'ordre présentes au stade, qui est démontrée notamment par le fait que les groupes entre eux s'assistent les uns les autres. C'est très caractéristique et ça démontre cette coordination qui est essentielle à démontrer le critère de la connaissance de cause dans laquelle se trouve l'autorité au moment où sont commis ces faits. Tout acte inhumain commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Il y a des précédents jurisprudentiels. J'en citerai un parce qu'il me paraît intéressant. C'est celui de l'arrêt rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui concerne les atrocités commises à Foča en Bosnie-Herzégovine durant la guerre des Balkans entre 1992 et 1995. 3 hommes, membres des forces serbes de Bosnie, étaient renvoyés devant le TPIY. Et dans cette affaire, les accusés ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de violence des lois de la guerre, notamment par les viols qui ont été commis de manière systématique contre des femmes musulmanes bosniaques. Dans cette affaire, il y avait une dimension religieuse. L'esclavage sexuel, Monsieur le Président, messieurs, c'est un point commun avec notre affaire. Il y a des femmes en Yougoslavie qui ont été réduites en esclavage sexuel. Cela a été considéré comme constitutif d'un crime contre l'humanité. Des femmes et des filles ont été détenues dans des conditions inhumaines et soumises à des violences sexuelles répétées. Et puis dans cette affaire, dans cette même affaire, et c'est un arrêt du 22 février 2001, Kunarak, le nom de cet arrêt, 22 février 2001, il y a aussi des faits de torture. Les victimes ont été soumises à des sévices physiques et psychologiques. Le 22 février 2001, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné les 3 accusés à des peines de prison pour leur rôle dans ces crimes, qualifiés de crimes contre l'humanité, et Kunarak a été condamné à une peine de 28 années de réclusion criminelle. Monsieur le Président, messieurs. Avant de conclure, Monsieur le Président, honorables assesseurs, messieurs les juges, je dois le dire, depuis 19 mois, nous sommes rassemblés dans cette audience pour honorer, rendre justice et rendre leur dignité aux vies perdues, aux vies gâchées, aux survivantes et aux survivants du massacre qui s'est déroulé lors du rassemblement pacifique du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des forces de sécurité ont ciblé brutalement des citoyens qui s'exprimaient pacifiquement, en utilisant une violence sans discernement et en s'appuyant sur des tensions qui dépassent la seule question politique. Les témoignages des survivants et les preuves recueillies par toutes les organisations ont révélé l'ampleur de la brutalité déployée. Des violences sexuelles ont été commises sur des femmes sans défense, les coups et les balles ont fauché les manifestants, les insultes les plus dures ont été proférées. Tous ces actes avaient pour but d'instiller la peur dans les esprits et de renforcer les divisions au sein d'une société qui a toujours su rester unie pour faire de la différence, Monsieur le Président, une richesse. Pourtant, en dépit de l'horreur du jour et le contexte guinéen dans lequel ces violences ont été perpétrées, il est crucial pour nous
de vous dire la vérité. Sans vérité, il n'y aura pas de justice. Sans vérité, il n'y a plus de dignité rendue aux victimes. Et comme nous voulons vous la dire, cette vérité difficile, nous devons de vous implorer de ne pas réduire les viols à leur seule dimension sexuelle, à ne pas réduire les meurtres à leur seule dimension homicide, à ne pas réduire les violences à leur seul traumatisme physique enduré. Toute la Guinée est concernée quand on vise les Guinéens en raison de leur qualité. C'est pour cette raison que ces crimes ont eu un impact profond sur des familles de tous horizons, laissant derrière eux une plaie béante dans le tissu social de la nation guinéenne. Nous devons aborder cette réalité douloureuse avec une sensibilité particulière, reconnaissant que ces crimes sont spécifiques. C'est une nuance essentielle, car la division est le piège dans lequel les auteurs de ces crimes voulaient que nous tombions. Notre devoir ici, devant ce tribunal, est de montrer la force d'une justice impartiale qui tient compte de la vérité des faits pour s'assurer que ceux qui ont été opprimés soient entendus dans leur cri de justice et que leurs souffrances soient reconnues. Vous disposez, Monsieur le Président, Messieurs, au dossier de tous les éléments pour comprendre et tirer les conséquences de ce qui se trouve à la racine de ces atrocités, comprendre les divisions et les manipulations politiques qui ont contribué à créer un environnement propice à la violence de masse. Cette compréhension, et j'en suis convaincu, cruciale, non seulement pour rendre la justice aux victimes, mais aussi pour prévenir que de tels actes ne se reproduisent. Monsieur le Président, mes honorables assesseurs, messieurs les juges, en cette heure solennelle, alors que notre mission touche à sa fin, permettez-moi de conclure en revenant sur l'importance cruciale de ce procès. La tâche qui vous incombe, celle de rendre la justice, votre tâche est d'une lourdeur sans pareille. Vous êtes confrontés à la responsabilité immense de juger des crimes atroces qui ont marqué à jamais l'histoire de votre pays. Depuis le début de ce procès, des témoignages concordent pour constituer des preuves irréfutables contre les accusés. Vous avez entendu des témoignages poignants. Les faits survenus le 28 septembre 2009 au stade de Conakry sont d'une violence inouïe. Des vies innocentes brisées, des familles détruites, une société traumatisée. Les accusés, en leur qualité respective, ont joué des rôles déterminants dans ces événements. Leur responsabilité, tant morale que pénale, est solidement établie par les preuves présentées devant vous. Ces crimes ne sont pas de simples crimes de droit commun. Ils constituent des crimes contre l'humanité par leur nature systématique et généralisée, par leur nature politique aussi, et par ce que sous-tendait cette violence politique dans le contexte guinéen. Les souffrances endurées par les victimes ne peuvent être pleinement réparées, mais il est impératif que justice soit rendue. La reconnaissance de ces crimes et la condamnation des coupables sont essentielles, non seulement pour les victimes, mais aussi pour notre société tout entière. Elles sont le socle sur lequel nous devons construire un avenir de justice et de paix. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les victimes de cette tragédie attendent depuis trop longtemps que justice soit faite. Elles ont vécu avec la douleur, la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, elles regardent ce tribunal avec l'espoir que leur souffrance soit reconnue, que leur voix soit entendue et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes. C'est important pour nous de le dire, de le répéter, de le marteler. Cela vous a déjà été dit. Et donc je le répète, elle ne demande pas vengeance. Elle ne demande pas vengeance, elle demande justice. Une justice équitable, fondée sur la vérité et le droit. Elle demande à ce que vous leur rendiez leur dignité. Car il est possible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous sachiez, en humanité,
tendre la main à ces familles dans le deuil, à ces hommes violentés, à ces femmes qu'on a violées au stade, que vous sachiez leur tendre la main pour leur dire qu'elles sont les victimes de quelque chose d'inadmissible qu'au nom du peuple guinéen, vous ne sauriez accepter. Leur tendre la main au nom du peuple pour dire qu'elles ont vécu une injustice et que leur dignité, Monsieur le Président, est intacte. Votre décision transcende ce procès. Elle est un message fort et clair que de tels actes ne resteront pas impunis, qu'aucune position de pouvoir ne peut protéger un individu des conséquences de ses crimes. Votre verdict sera un symbole de l'engagement de la nation guinéenne envers la justice et les droits humains. Il réaffirmera notre foi dans la capacité de ce système judiciaire et notre détermination au GDH et au FIDH à protéger les innocents contre la tyrannie et l'oppression. Je vous exhorte à rendre un verdict qui honore la vérité et la justice. Les victimes et la nation entière attendent ce moment avec un espoir immense, je l'ai dit tout à l'heure, elles retiennent leur respiration, que votre jugement soit à la hauteur de l'exigence de justice qui nous anime tous. En condamnant fermement les responsables de ces crimes, vous apporterez une lumière d'espoir et de guérison à ceux qui ont tant souffert.